Bonjour, merci pour l'invitation. Alors moi je suis Laurent Veil, je suis photojournaliste et réalisateur. Pour me présenter en quelques mots, je fais partie d'un collectif de journalistes qui est basé à Paris, qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle le collectif Argos, et qui est spécialisé sur les reportages sociaux et environnementaux. Alors on a une particularité à Argos, c'est que nous sommes 10 journalistes, rédacteurs et photographes. Nous travaillons toujours en binôme sur le terrain, nous préparons les sujets ensemble et régulièrement, tous ensemble, les 10 membres d'Argos, nous travaillons sur des grands projets, ce qu'on appelle les grands projets, où on recherche une thématique forte sur lesquelles on va développer le sujet sur 10 petits sujets à travers le monde. Alors le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était dans les années 2005, qui était sur les réfugiés climatiques dans le monde. Comment on en était arrivé aux réfugiés climatiques? C'est que notre travail consiste aussi à se poser la question à chaque fois quel est l'impact humain de telles problématiques. À l'époque, en 2005, quand tout le monde parlait du réchauffement climatique, c'était essentiellement des scientifiques, avec des données très techniques, très scientifiques. Et nous, on s'était dit, mais quel est l'impact du réchauffement climatique sur l'homme? Et on en était arrivé à travailler sur les réfugiés climatiques. Donc à cette époque-là, je suis parti à Tuvalu et au Bangladesh. C'était ma première découverte avec le Bangladesh, où j'ai travaillé sur la montée du niveau de la mer, la problématique des deltas, et je suis allé dans les Sundarbans. Il se trouve que en 2022, 17 ans après, je suis retourné faire un film cette fois-ci, mon premier film documentaire, comme réalisateur, sur les traces des familles que j'avais rencontrées en 2005 et j'avais photographiées. Alors je suis reparti sur le terrain avec mon ancien interprète, Tiami, qui travaillait à l'Alliance française, et qui a fait le voyage avec moi pour essayer de retrouver toutes ces familles qu'on avait vues 17 ans avant. C'était un voyage magnifique et plein d'émotions puisqu'on a retrouvé tout le monde. Ils se sont rappelés de nous, donc on a pu partager plein de choses. Et donc cette fois-ci, l'angle du travail, c'était comprendre, 17 ans après, s'ils ont pu s'adapter au changement climatique, comment ils ont réussi à s'adapter au changement climatique. Et personnellement, moi, j'essaie de mettre en avant aussi quelles sont les limites du changement, de l'adaptation face au changement climatique. Peut-on vraiment s'adapter sur le long terme ou faut-il prévoir peut-être de déménager certaines populations vers l'intérieur des terres qui sont plus safe, on va dire. Dans les Sundarbans, il y a la montée du niveau de la mer, la salinisation des sols et les ouragans. Donc avec le collectif Argos, nous faisons régulièrement des projets comme ça d'envergure. Donc à l'époque des réfugiés climatiques, certains sont partis travailler sur la fonte des glaces, la désertification, donc voilà, toutes les problématiques liées au réchauffement climatique. Et à chaque fois, nous faisons des ventes en presse, bien sûr, parce que c'est notre cœur de métier, c'est la presse, nous sommes journalistes, mais nous déclinons les sujets sous forme d'expositions, de livres, des fois à la radio aussi, voire à la télé. Certains d'entre nous filment. Donc on essaye de décliner le projet sous différents médiums. Le dernier projet du collectif Argos, cette fois-ci, est encore sur le réchauffement climatique, mais l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Alors on a décliné ça sur plusieurs phénomènes, la désoxygénisation, l'acidification des océans, le changement des courants marins, la montée des eaux et les canicules marines. Alors pour ma part, j'ai travaillé sur la montée des océans, encore une fois, après le Bangladesh, après Tuvalu. Cette fois-ci, je suis parti en Martinique et en Floride. Alors c'était deux sujets très intéressants et très contradictoires. En Martinique, donc territoire d'outre-mer de la France, ils explorent une solution pour déplacer un village qui est en train de tomber dans la mer. C'est le village du Prêcheur, où 300 familles vont devoir être déplacées à l'intérieur des terres. Ce qui est assez compliqué pour plusieurs raisons. D'abord financière, parce qu'il faut trouver les moyens pour reconstruire les maisons.
et d'un point de vue sociologique et humain, puisque les gens qui vivent là sont des habitants qui vivent au bord de la mer depuis 50 ans, souvent des personnes âgées pour beaucoup, et qui n'ont aucune envie de bouger et de quitter leur maison, quitte à mourir là et et voir leur maison tomber à la mer et partir avec leur maison. Donc, il faut à la fois essayer de comprendre leur façon de vivre pour construire des maisons à l'intérieur des terres qui sont adaptées à leur mode de vie, tout en essayant de laisser un espace public au bord de mer pour qu'ils puissent revenir tous les jours et recréer du lien social comme ils ont actuellement aujourd'hui. Alors c'est aussi un projet pilote très intéressant pour de nombreuses îles et pour le territoire français, puisque on essaye de réfléchir intelligemment à la construction de ces nouvelles maisons pour que ça soit éco-construit et biosourcé. Donc biosourcé, on essaye de trouver des nouveaux matériaux de construction qui sont locales. Donc des startups se sont créées en Martinique pour essayer de créer des matériaux à partir de déchets de canne à sucre ou travailler dans les anciennes usines de poterie pour fabriquer des briques thermiques adaptées au changement climatique. Donc ça, c'est intelligent puisque jusqu'à présent, la plupart des matériaux en Martinique venaient de France, de métropole. Et donc écologiquement, c'était pas très satisfaisant au niveau dépenses CO2, gaz carbonique, etc. Donc il faut repenser les choses et ce projet pilote est une façon de développer beaucoup d'idées au niveau urbanistique, sociologique, architectural, etc. Et à l'inverse, quand je suis parti en Floride, alors là, les gens vivent dans le déni total. Ils refusent de voir et d'accepter le changement climatique et la montée du niveau de la mer, alors qu'ils le savent. Il y a énormément de chercheurs, d'études qui ont été faites. Ils ont exactement les plans d'inondation de Miami dans les années 50, dans les années 70. Ils savent exactement ce qui va se passer. Mais on ne peut pas utiliser le mot réchauffement climatique. On ne peut pas interdire aux gens de construire des immeubles de 40 étages au bord de la mer, vraiment sur la plage. Même au niveau individuel, les maisons continuent d'être construites. Il n'y a pas de loi du littoral. La seule solution qu'ils ont pour l'instant, ce sont des solutions à court terme. Ils n'ont pas de vraie solution face à la montée du niveau de la mer. Alors chacun essaye de se débrouiller. On a vu des petites villes qui mettent des boudins gonflables sur la plage pour empêcher que les grandes vagues arrivent à l'intérieur de la ville au moment des grandes marées. Alors ils nous disent effectivement c'est des solutions provisoires, on n'a pas de vraie solution à long terme. Miami, qui a beaucoup plus d'argent, creuse et met des pompes souterraines pour absorber l'eau et rejeter l'eau dans la mer. Mais encore une fois, on estime que 30% de Miami sera sous l'eau d'ici les années 50, 70. Donc c'est juste pas possible. On a eu une très belle expérience aussi parce que comme la force des courants et des marées sont de plus en plus importantes, le sable part. Donc ils ont des centaines de kilomètres de côte aux États-Unis et le sable disparaît. Donc il y a les Army Corps of Engineers qui sont là et qui remettent du sable toute l'année à coups de millions. Ils font venir des bateaux qui récupèrent le sable à 3 kilomètres dans la mer, qui l'envoient par des pipelines jusqu'à la plage et remettre du sable. Mais ça coûte des millions de kilomètres carrés, quoi. C'est très très cher. Alors ils nous disent, oui, vous comprenez, nous sauvons les tortues, comme ça les tortues peuvent pondre des œufs, on sauve les plages. Bon, c'est essentiellement pour des raisons économiques et touristiques de conserver des plages. Mais en gros, ils nous disent, oui, alors c'était assez marrant parce qu'ils nous disaient, mais comment vous faites en France, vous? Bah nous, en France, on leur répond que on a une loi du littoral, on n'a pas le droit de construire dans les zones inondables. Ah, mais c'est pas possible, vous pouvez rien faire en France. Je dis, ben non, c'est juste qu'on ne construit pas dans les zones inondables. Et eux, ils ont des permis de construire n'importe où. Et alors, ils me disent, oui, mais vous comprenez, aux États-Unis, nous, notre seule loi, c'est celle du marché. Donc, si votre maison est tout le temps inondée
et qu'elle vaut plus d'argent, eh ben, les gens vont déménager et iront à l'intérieur des terres. Ça, c'est l'esprit américain. Alors aujourd'hui, je suis de retour au Bangladesh pour finir un film documentaire sur Pulan Daka. Donc c'est un film à la fois sur Heritage Building et l'histoire de Pulan Daka, et à la fois le présent de Pulan Daka, avec son aspect social et économique, qui reste un cœur économique de Dakar, et qui voit aujourd'hui notamment arriver beaucoup de migrants, des migrants qui fuient le réchauffement climatique pour essayer de trouver du travail à Dakar, puisqu'il y a les inondations, la montée du niveau de la mer, les ouragans. Dans les Chors, il y a régulièrement des inondations avec la fonte des glaciers et l'augmentation des précipitations. Donc le fait est que régulièrement, les gens doivent aller à Dakar, que ce soit quelques mois ou de manière permanente, pour trouver du travail et survivre. Et aussi, assez étonnant, c'est qu'on retrouve beaucoup de ces réfugiés climatiques dans des anciennes villas coloniales totalement en ruine. Donc, ce qui fait vraiment aussi le lien avec le patrimoine de Puran Daka, c'est que on essaye de sauver une partie de ce qui peut être encore sauvé, mais on constate que la grande partie est en ruine et sert surtout d'abri pour des réfugiés climatiques. Donc, c'est ce que j'essaye de montrer aujourd'hui dans mon nouveau film.